Culture. Nous recevons aujourd'hui un homme de lettres qui vient de publier un ouvrage sur l'histoire de notre pays. Et le titre de l'ouvrage, c'est Histoire germano-congolaise, avec comme sous-titre la genèse des États congolais. Et sans plus tarder, nous allons lui céder la parole et nous allons nous entretenir avec lui en long et en large sur cet ouvrage. Monsieur Clément Mutombo, bonjour. Bonjour. Nous avons entre nos mains votre ouvrage Histoire germano-congolaise. Mais avant de parler de l'ouvrage, est-ce que vous pouvez nous parler de vous? Oui, volontiers. Je m'appelle Clément Mutombo. Je suis né au Kasaï, au Congo, au cœur de la République démocratique du Congo, où j'ai grandi, où j'ai jusqu'à passer mon bac. C'est après que je suis allé à Kinshasa, où j'ai fait au campus de Kinshasa une licence en démographie. Et après la fin de mes études, j'ai travaillé en tant que démographe pendant 8 ans à l'Institut national de la statistique à Kinshasa. Et c'est pendant mon travail à Kinshasa, à la statistique, qu'il m'a été offert une bourse de formation pour aller en Allemagne. C'était la première fois que je mettais les pieds sur le continent européen. Et donc j'ai fait un stage de perfectionnement en statistique et recensement de la population. Mais avant de faire ce stage, comme il était en allemand, j'ai dû passer 4 mois à l'Institut Goethe, en Bavière, à Murnau, pour apprendre la langue d'abord, et ensuite j'ai fait pendant 10 mois le stage. Et c'est là que j'ai pu acquérir la connaissance de la langue allemande. Et après, je suis rentré au pays pour travailler au projet de recensement. Et c'est suite à ces connaissances de la langue allemande que plus tard, 2 ans après, j'ai obtenu la bourse du gouvernement autrichien pour aller aux études à l'université de Vienne, où j'ai fait mes études de sociologie, maîtrise et doctorat. Et voilà, résumé mon parcours. Bien. Merci bien et donc pour ces parcours que vous venez de nous brosser. Mais en vous écoutant, je ne vois pas des traces d'un intérêt particulier par rapport à l'ouvrage que vous venez d'écrire, que vous venez de publier. Est-ce que nous pouvons connaître le déclic qui a déclenché en vous ce désir d'écrire ce livre? Oui, vous avez tout à fait raison. Il est vrai qu'au départ, je n'envisageais pas du tout écrire sur mon pays. Et d'ailleurs, bien que j'ai publié d'autres livres, c'est la première fois que j'écris sur mon propre pays. Qu'est-ce qui m'a poussé? C'est d'abord le constat que j'avais quand même des lacunes en ce qui concerne l'histoire de mon pays que j'avais apprise quand j'étais à l'école. Et ces lacunes, je m'en suis aperçu en 2003, alors que j'étais invité par une ONG africaine basée à Berlin à une conférence. Et je me souvenais qu'à l'époque, ce que j'appelais, pour l'avoir appris, la conférence de Berlin avait décidé de la carte politique et géographique actuelle de l'Afrique. Et que donc, j'ai dit à mes hôtes, écoutez, je réponds favorablement à votre invitation, je serai à Berlin, mais j'aimerais bien profiter de cette occasion pour visiter les lieux où s'était tenue cette conférence importante, où s'était joué le sort de notre continent. Ils m'ont dit, il n'y a pas de souci, venez, nous savons où a eu lieu cette conférence et nous vous en donnerons l'adresse. Arrivé à Berlin, ils m'ont, pendant la pause de midi,
l'adresse et je me suis mis sur les chemins à Berlin pour essayer de retrouver les lieux où s'était tenue cette conférence. Chemin faisant, j'ai posé la question aux Berlinois pour savoir où s'était tenue la conférence de Berlin. Je parle allemand et je leur disais la conférence de Berlin. Ils m'ont indiqué les chemins et à 3 reprises, ils me disaient toujours « Ah, vous voulez parler de la conférence du Congo ?» Dans un premier temps, j'ai dit vaguement oui, et ils m'ont indiqué les chemins. Et donc, un peu plus loin, je pose la même question. Je parlais toujours de la conférence du Congo, de Berlin. Et chaque fois, les passants me corrigeaient en me disant vous faites allusion à la conférence du Congo. Et donc, à la 3e reprise, je me suis dit mais est-ce que nous parlons de la même conférence? Et puis, finalement, je suis arrivé sur le lieu où, à l'époque, bon, comme ça faisait partie du passé de l'Allemagne, et il n'y avait pas grand-chose. Et je suis rentré, mais j'étais intrigué. Alors que moi, je parlais de la conférence de Berlin, les Berlinois, eux, me parlaient de la conférence du Congo. À mon retour à Vienne, je suis allé à la bibliothèque de l'université, j'ai cherché les livres d'histoire, et c'est là que je me suis aperçu qu'officiellement, l'Allemagne qui avait organisé cette conférence l'appelait la conférence du Congo. Et la preuve, c'est que l'homme de la rue, comme on peut l'appeler, donc tout passant, tout habitant de Berlin, savait très bien que cette conférence portait le nom du Congo. Alors, je me suis demandé, mais alors qu'il s'agissait du continent africain, pourquoi cette grande conférence portait seulement le nom de mon propre pays? Et depuis lors, j'ai décidé, puisque c'est historique, puisque c'est comme ça, j'ai décidé de l'appeler par son vrai nom. C'est pour ça que j'ai dit il faut appeler un chat. Et en même temps, parce que j'y vois déjà l'importance de cette appellation, les jeunes générations des Congolais, si on leur dit que la conférence du Congo s'était tenue à Berlin du 15 novembre au 1884 au 26 novembre 1885, je pense qu'ils seront choqués, étonnés. Une conférence du Congo qui se tient à Berlin et où il n'y avait aucun Congolais, c'est quand même... Et donc à partir de là, ça les poussera à vouloir en savoir un peu plus et surtout à prendre conscience de la dimension géopolitique de l'importance de notre pays. Bien, merci. Juste une sous-question, alors avant de passer à la deuxième question. Qui a décidé d'appeler cette conférence de Berlin et non conférence du Congo, comme cela s'appelait? Alors là, j'ai mis une hypothèse. Je ne saurais pas le dire. Mon hypothèse, pour avoir tenté de répondre à cette question très pertinente, j'ai fait, avant de publier le livre, j'ai cherché dans la littérature de langue française où je pouvais trouver un ouvrage parlant de la conférence du Congo. Je n'ai pu trouver qu'un seul ouvrage, qui se trouve d'ailleurs dans la bibliographie de mon livre. L'ouvrage écrit dans les années 1886. C'est l'unique ouvrage qui utilise ce titre. Tous les autres ouvrages parlent toujours des conférences de Berlin. Alors je me suis dit que la littérature de langue française préfère noyer les poissons, de manière à ce qu'on se rende pas compte de l'enjeu que représentait le Congo à cette grande conférence. Parce que, en fait, les ouvrages en allemand et même en anglais, eux, mentionnent bien conférence du Congo à Berlin. Et donc, je comprends que, bon, si on se place dans le contexte de l'époque, et surtout du point de vue des colonisateurs, notamment notre pays était francophone, il n'avait pas intérêt à montrer que le Congo avait
suscité beaucoup de convoitises à l'époque. Voilà l'hypothèse que je mets. Bien, maintenant que nous voyons un peu plus clair par rapport à cette fameuse conférence, est-ce que vous pouvez nous donner un résumé de votre livre, autrement dit, nous donner un peu quel est le contenu, comment le livre est structuré, il commence comment et il se termine comment? Oui, volontiers. Alors, j'ai conçu le livre de cette manière. Premièrement, je me suis dit que pour mieux comprendre justement l'enjeu que représentait notre pays, il fallait comprendre un petit peu les rivalités européennes, parce que ces rivalités européennes entre les grandes puissances occidentales justifient ou éclairent pourquoi finalement en fait le Congo, notre pays, au lieu de devenir une colonie d'une des grandes puissances de l'époque, notamment par exemple l'Allemagne qui organisait elle-même cette conférence, Allemagne qui était hier comme aujourd'hui une grande puissance, pourtant nous sommes devenus une colonie belge. Alors j'ai commencé par donner un petit peu, disons, une explication des rivalités franco-germanophones, les luttes entre l'Allemagne et la France, parce qu'en fait, à l'époque, il faut comprendre qu'à l'époque des empires, où chaque pays européen essayait de se construire un empire colonial, sur le plan européen, il y avait une grande rivalité, notamment celle entre l'Allemagne napoléonienne et la France napoléonienne et l'Allemagne de l'empereur Guillaume. Et ça, c'est sur le plan européen. Par contre, comme déjà sur terrain en Afrique, il y avait ce que j'appelle les éclaireurs, qu'on appelle vulgairement les explorateurs, etc., la chasse aux colonies avait déjà commencé. Mais le terrain africain était dominé plutôt par la rivalité franco-britannique. La preuve, c'est que si on se reporte au nombre de colonies européennes de l'époque, on verra bien qu'il y a beaucoup plus de colonies anglophones et francophones. Alors, des pays comme le Portugal, qui était pourtant l'un des premiers, parce que le Portugal fut d'abord une grande puissance maritime, ce qui l'a aidé à coloniser d'abord avant tous les autres pays, parce qu'il avait des bateaux qui lui permettaient d'aller plus loin, notamment de coloniser le Brésil et ensuite le Congo, etc. Étaient, disons, les pays dominant le continent, c'était surtout la France et la Grande-Bretagne. L'Allemagne est arrivée tardivement, et puis elle est partie en premier. Donc, ça, c'est la première partie que je donne, afin que le lecteur puisse comprendre ce qui va se jouer sur l'Afrique. Après ça, cette introduction sur la scène européenne, j'accorde aussi une grande importance au mouvement messianique congolais, parce que notre pays détient des grands mouvements messianiques, pour n'en citer que deux, notamment le kalambisme, qui est complètement ignoré de toute la littérature, c'est moi qui l'ai appelé ainsi. Le kalambisme qui a une propriété, disons deux. La première propriété, c'est que sur le plan de l'analyse sociologique des mouvements messianiques, d'après l'expert italien Guglielmo Gariglia, qui a dit, et ça j'ai remis quand même un peu en doute, que de tous les mouvements messianiques, l'Afrique ne connaît pas un mouvement messianique du type culte de cargo. Eh bien, je l'ai contredit, parce que moi j'ai trouvé que le kalambisme, que lui n'a pas mentionné parce qu'il n'en avait pas connaissance,
justement, appartient justement au messianisme du type culte des cargos. Et j'ai été réconforté en cela par un autre chercheur hollandais, Johannes Fabian, qui a aussi dit que le kalambisme fait partie du mouvement messianique du type culte des cargos. Ça, c'est l'importance du kalambisme. À cela s'ajoute aussi le fait que le kalambisme, contrairement à tous les autres mouvements messianiques congolais, qui sont des mouvements de rupture, notamment le kimbanguisme, le mouvement de Francisco Kisola, le mouvement de Béatrice Kimbanvita, etc., sont en rupture. Le kalambisme, lui, c'est un mouvement d'accommodation, et notamment basé sur, entre autres, cette alliance du pacte de sang qui l'a lié jusqu'aujourd'hui aux Allemands. Et donc, pour ces deux raisons-là, ce mouvement est très important. Et pourtant, dans la littérature classique de langue française, il n'apparaît pas. Et même pas aux yeux des spécialistes. Suivi ensuite du deuxième mouvement très important, heureusement mieux connu celui-là en dehors de nos frontières, c'est le kimbanguisme, sur lequel on a beaucoup écrit. Donc j'ai réservé un grand chapitre au mouvement messianique et j'en ai même dressé le panthéon des mouvements messianiques congolais. Parce que, à mon avis, c'est nos mouvements messianiques qui nous ont permis d'initier la quête de notre indépendance, en passant le relais plus tard aux politiciens. Et après, les mouvements messianiques, je donne un aperçu de différentes expéditions exploratoires qui ont sillonné notre pays, à commencer par les Portugais, suivis surtout par les Allemands. Et les Allemands ont eu la particularité de pénétrer, de créer le premier poste de l'Interland, le premier poste d'État, qui se trouve, comme par hasard, être ma ville natale où je suis né, qu'on appelait Louabourg. L'importance peut être remarquée, la plupart de toutes nos villes portaient des noms à connotation belge. Elisabethville, Léopoldville, Costermansville, Coquilhatteville, Stanleyville, etc. Il n'y en a qu'une, c'est Louabourg, tout simplement parce qu'elle a été créée par un Allemand. Et donc, une fois que j'ai fait ça, j'en arrive finalement à la fameuse conférence du Congo à Berlin, où je donne les détails. Il y avait 14 puissances qui s'étaient réunies pendant la période que j'ai indiquée, donc du 15 novembre 1884 au 26 février 1885, plus le roi Léopold II qui agissait en coulisses et qui a déterminé le sort de notre pays. Voilà plus ou moins, et je donne mes conclusions évidemment. Bien, merci pour ces explications. Maintenant que l'ouvrage est sorti, que vous aimeriez bien que les gens l'achètent et le lisent, quel intérêt y a-t-il pour le Congolais de lire votre livre? Je pense honnêtement que les Congolais moyens, comme moi d'ailleurs avant que j'écrive ces livres, a aussi des lacunes historiques. Et donc il aurait intérêt à lire ces livres, juste pour apprendre d'abord que cette conférence importante qu'on appelle communément en littérature de langue française conférence de Berlin s'appelle réellement conférence du Congo. Je pense que nous avons intérêt à l'appeler comme ça et de transmettre cette information historique basée sur des éléments historiques aux générations futures. Deuxièmement, comme je l'ai marqué, nos mouvements messianiques sont sur le continent les plus importants et jusque-là, ils ne sont pas tous connus, notamment le kalambisme auquel j'ai fait allusion, qui n'est connu que des spécialistes.
Et donc les Congolais auraient intérêt à le savoir. Parce que nos mouvements messianiques ont été les prédécesseurs de notre indépendance. Indépendance qui, à mon humble avis, n'est pas à comparer aux autres colonies africaines qui n'avaient qu'une seule métropole, alors que nous, on avait 14 puissances. Il a fallu secouer ces 14 puissances pour arracher l'indépendance. Et donc voilà, c'est quelques éléments, je pense, que ne sont pas connus pour des raisons que je comprends. Moi, si j'ai pu avoir accès à ces éléments historiques, c'est tout simplement grâce à la connaissance de la langue allemande, qui n'est pas très répandue chez nous, et surtout pas, qui n'est pas accessible à la plupart de nos historiens. Voilà pourquoi ces éléments sont restés inconnus jusque-là. Bien, Messieurs Mutombo, nous vous remercions beaucoup pour tous ces éclairages et nous espérons beaucoup que nos compatriotes et tous les intellectuels se rueront sur cet ouvrage, le compulseront, l'analyseront, en prendront connaissance et feront en sorte qu'ils puissent les éclairer pour toutes nos actions futures par rapport à notre pays. Encore une fois, merci. Merci aussi.